tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Avec à la une la chaleur sur toute la France, on étouffe. Un épisode qui inquiète avant l'été. WEO TV nous montrera comment les établissements pour personnes âgées réagissent à cette température extrême pour la santé de leurs résidents. Et puis l'été, nous en parlerons aussi avec Moselle TV pour évoquer la tendance camping-car. Les ventes s'envolent depuis la crise sanitaire et à l'approche des vacances. La première édition du festival Regarde, c'est à partir de vendredi prochain à Arès en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. 3 jours consacrés aux arts de l'espace public. Nous serons en duplex avec Xavier Daneil, le maire de la ville, hôte de ce festival, dans ce journal. Et puis, en fin d'édition, des images spectaculaires d'un chantier aérien en Occitanie, un site médiéval qui est rénové chaque année grâce au recours d'un hélicoptère, l'occasion d'apercevoir sous un autre angle la splendeur de ce patrimoine. De très belles images de nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Près de 40 degrés dans le sud, plus de 30 degrés dans le nord, la France vient de connaître une vague de chaleur exceptionnelle par son ampleur et sa précocité pour la saison. Des records de température ont été battus pour un mois de juin dans certaines parties du territoire. Un coup de chaud qui inquiète à quelques jours du début de l'été. Parmi les populations à risque, les personnes âgées sont particulièrement surveillées depuis la canicule de 2003. Les EHPAD disposent notamment d'un plan pour faire face aux fortes températures. Alors comment celui-ci fonctionne-t-il concrètement? Élément de réponse avec la rédaction de WEO TV, la chaîne de la Voix du Nord. Bonjour Madame Klein. Bonjour Madame Marigny. Vous allez bien? Oui, c'est bon. Je passe pour le petit tour d'hydratation. C'est désormais un rituel pour Jacqueline, 90 ans. Chaque heure, un soignant pousse la porte de sa chambre pour veiller à son hydratation. Oui, on est bien obligé. Hein. Parce qu'on est en canicule. Aujourd'hui, 4 jours qu'ils ont dit. Un coup de brumisateur pour se rafraîchir et un verre d'eau pour s'hydrater. Face à la vague de chaleur qui frappe la région, certains établissements d'hébergement pour personnes âgées ont déclenché le plan bleu. L'objectif, préserver les plus fragiles des conséquences de la déshydratation. Les personnes qui ne s'hydratent pas correctement peuvent être confuses, avoir d'autres troubles, notamment du transit. Les personnes âgées oublient de boire et notre rôle en tant que soignant, c'est de les stimuler. Ventilation, climatisation, dans cet EHPAD, tout est mis en œuvre pour assurer la bonne hydratation des résidents, jusqu'en cuisine où les repas sont adaptés aux températures. On privilégie un repas froid pour apporter beaucoup d'eau aux résidents. Donc tout ce qui est crudité, tout ce qui est fruits, légumes et tout ce qui est beaucoup aussi, tout ce qui est melon, pastèque. Ils ont besoin de beaucoup d'apport d'eau. Aujourd'hui, des gestes simples comme proposer de l'eau et fermer les volets sont devenus des réflexes pour le personnel soignant, habitué à des vagues de chaleur de plus en plus précoces. Pratiquement, on n'a même pas à leur dire ce qu'il faut faire, fermer les volets le jour, ouvrir les fenêtres la nuit. Donc tout ça, les agents en sont vraiment sensibilisés à ce genre de dispositif, hein, depuis justement la crise de 2003. Comme chaque été, vous serez des millions dans quelques jours à partir en vacances dans les 4 coins de la France. Hôtels, appartements, clubs ou encore camping. À chacun son type d'hébergement. Parmi les tendances cette année, le camping-car semble attirer de plus en plus de Français. Les immatriculations ont bondi de 23% en un an. Explication de Colline l'expert pour Moselle TV. Séduit par ses premières vacances nomades durant la crise sanitaire, Daniel a depuis franchi le cap et acheté son propre camping-car. C'est la liberté, j'ai envie de faire du sauvage, je peux faire du sauvage, j'ai un panneau solaire, j'ai une autonomie de 100 litres, donc je peux prendre mes douches, j'ai du gaz, je peux me faire à manger. Ce qui m'a plu, c'est d'être à la mer. J'ai ouvert mon auvent, j'ai sorti mes 2 fauteuils, et puis j'étais face à la mer à 20 mètres. Et ça, il n'y a pas de prix. Si le confort et l'évasion qu'offre le camping-car a su conquérir le cœur de Daniel, d'autres adeptes comme Corinne y voient surtout le moyen d'être dépaysés plus souvent. Un hôtel, on y va peut-être une fois dans l'année, 8 jours dans l'année, quand on peut se le permettre. Et jusque-là, il y a quelque chose dans le coin ou n'importe quoi, on saute dedans, on s'en va. Et ce sont plus de 500 000 camping-cars qui circulent en France. Le marché est en plein boom, avec 100 000 véhicules vendus l'année dernière, ainsi qu'un rajeunissement de la clientèle. Car en plus des habituels retraités, couples et familles se lancent aussi dans l'aventure, mais le secteur peine à satisfaire
satisfaire toutes les demandes. On a connu une belle augmentation de nos ventes, c'est un fait. Maintenant, on est aussi pénalisé par l'effet Covid aussi. Nos constructeurs ont du mal à s'approvisionner en châssis. Donc même si l'affluence de clients est là, certaines ventes malheureusement ne peuvent pas se faire à cause de ça. Des véhicules que ce concessionnaire vend en moyenne 65 000 €, auxquels s'ajoutent annuellement environ 650 € d'entretien et d'assurance. Mais ces frais ne découragent pas les vacanciers, toujours plus nombreux, comme au camping municipal de Metz. À l'heure actuelle, on a 65 places qui sont prises en grosse partie par les camping-cars. Nous avons prévu d'autres aménagements. Nous sommes en train de terminer l'aire de camping-car pour les gens qui ne désirent pas vraiment entrer dans le camping, qui veulent rester une seule nuit. On essaie tous les ans de s'améliorer, de faire de nouveaux travaux pour attirer de plus en plus les gens. Et pour ceux qui souhaitent s'essayer à l'aventure, de nombreux concessionnaires et particuliers proposent de la location, une option vers laquelle se tournera peut-être le fils de Daniel. Je voulais me le prendre, mais je lui dis non, t'es encore un peu trop jeune. Voilà, cet été, peu importe votre hébergement ou votre lieu de vacances, vous irez, c'est sûr, flâner dans les commerces. Bonne pour l'économie, la saison estivale pourrait être ralentie cette année par la pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs. Justement, c'est pour faciliter la rencontre entre employeurs et salariés qu'une application vient d'être lancée à Épinal dans les Vosges. Sa promesse, proposer aux candidats des offres de travail. Quelques clics seulement. Explication et reportage de Louise Amunda pour la rédaction de Vosges Télévisions. On est en 4 questions, c'est parti. 4 questions sur un smartphone et la recherche d'emploi peut commencer. Cette nouvelle plateforme, c'est Pass Intérim. À la fois base de données et moteur de recherche, elle centralise et facilite l'accès aux contrats d'intérim pour les uns et au profil des candidats pour les autres. Depuis son lancement il y a 2 mois, la moitié des agences spinaliennes, une dizaine, ont tenté l'expérience. Trouver rapidement et à proximité dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, ça a son importance. C'est vrai que des fois, on a des candidatures de personnes qui viennent de Moselle, de Meurthe-et-Moselle, d'Alsace et qui n'ont pas cette disponibilité directe parce que aujourd'hui, il faut qu'ils soient opérationnels tout de suite. Et pour le coup, là, d'avoir des personnes, c'est local. En fait, Pass Intérim, c'est des gens des Vosges qui candidatent sur des offres dans les Vosges. Donc théoriquement, on n'a pas ce souci de disponibilité immédiate. Les 2 fondateurs mettent en avant les soft skills, les compétences comportementales. La volonté, le sens du service et la patience seront par exemple davantage valorisés, surtout en l'absence d'expérience professionnelle. C'est toutes ces choses-là en fait que nous on mesure grâce à notre algorithme sur les candidatures. Donc du coup, en plus de l'expérience ou de la formation, on intègre des questions sur les soft skills par métier, ce qui permet aux candidatures sans CV d'avoir un scoring pour les professionnels de l'intérim et identifier les personnes avec le plus gros potentiel. Ce que j'aime dans l'outil, c'est que quelque part, je me permets l'expression, on s'en fout du CV. On accepte de donner ses coordonnées, on se positionne sur un secteur d'activité ou plusieurs activités, ça correspond aux attentes des jeunes. J'ai envie de bosser, je suis motivé, je vous laisse mes coordonnées, donnez-moi la chance de travailler. 319 candidatures ont déjà été envoyées, un premier résultat satisfaisant pour les créateurs de Pass Intérim qui, après Épinal, vont étendre leur service à l'ensemble du département. L'actualité politique et les élections législatives étaient au programme de l'émission Face au territoire, jeudi dernier sur TV5 Monde. Les éditorialistes politiques Jean-François Aquili de France Info et Nathalie Moret du groupe EBRA du Progrès de Lyon sont revenus notamment sur l'impact des résultats pour le nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Regardez ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il y a un message des Français ? Que sont les Français ? Vous en avez 1 sur 2, je répète, qui n'est pas allé voter. Alors, le corps électoral, on va préciser. Les Français, qu'est-ce que ça qui votent. Mais qu'est-ce que le message des Français, les citoyens, les citoyens aujourd'hui ont l'œil rivé à juste titre sur leur fin de mois difficile, sur l'explosion des prix de l'énergie, sur le coût de la vie, sur des difficultés qui sont systématiques, qui, élection après élection, ne s'arrangent pas. Donc, il y a une forme de désamour de la vie politique, quelle que soit la couleur des partis représentés. Donc, il est là le message des Français. C'est une forme de ras-le-bol, une forme de doute permanent, une forme de colère qui est en train de monter dans ce pays, qui n'a jamais cessé et qui va de façon croissante. Donc, il est là le message des Français. C'est, au fond, essayer de résoudre nos problèmes et après on discute. L'émission Face au territoire est à voir ou revoir sur les sites internet des partenaires de l'émission, c'est-à-dire Ouest France, Nice Matin, 20 minutes et France Antilles. Le reste de l'actualité marqué par les inquiétudes d'un secteur, celui des producteurs des pruneaux d'Agen.
Pénalisés par les intempéries, ces professionnels ne récoltent cette année qu'un tiers du tonnage habituel. Une mauvaise nouvelle évidemment pour leur chiffre d'affaires et qui met en danger l'avenir de la filière. Écoutez les précisions recueillies par la rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Qui dit contingentement dit risque de perte de mètres linéaires dans la grande distribution. Une année, on a moins de production moins d'offres que la demande. Et bien l'année prochaine, on risque de nous dire désolé, la place est prise. C'est un dispositif de plus en plus utilisé pour lutter contre la pollution en ville. Les ZFE, les zones à faibles émissions, se multiplient un peu partout en France, avec toujours le même objectif, réduire la circulation des véhicules les plus polluants dans les zones urbaines. À Saint-Étienne, vous allez le voir, la ZFE est entrée en vigueur en début d'année. Premier bilan et premiers états des lieux avec la rédaction de TL7, la télévision de la Loire, sur place. Des véhicules de transport électriques ou roulant au biogaz pour remplacer les plus polluants, c'est un engagement de Saint-Étienne Métropole. Pour établir la zone à faible émission, les discussions ont débuté dès 2018. On s'attelle à faire de la concertation avec le territoire. Donc maintenant, ça y est, depuis le 31 janvier 2022, la zone, elle est effective. Vous avez derrière toute la signalisation qui a été mise en place pour signaler la zone et on y va de façon progressive. Ces véhicules interdits sont les non classés, sans vignette, ceux qui roulent au diesel ou à l'essence antérieurs à 2001. Les entreprises de transport aujourd'hui, c'est forcément une contrainte parce qu'il y a certains véhicules qui ne peuvent plus rentrer dans la ZFE, mais aujourd'hui on a été mis en amont, on va dire, dans les discussions, ce qui a permis aussi aux entreprises de se préparer pour sa mise en place. Pour remplacer les véhicules, la ville a mis en place une aide financière à l'intérêt des entreprises et des associations qui peut s'élever jusqu'à 25 000 €. On avait un changement de camion à faire qui était diesel et on a décidé de passer à l'électrique. Et Saint-Étienne Métropole nous a aidés grâce à un dossier que l'on a rempli et ils nous ont aidés à hauteur de 13 000 €. On avait ce projet en tête et le fait qu'il y ait une zone établie dans le centre de Saint-Étienne et notre activité de blanchisserie, puisque ce camion va servir pour la livraison pour notre blanchisserie, traverser cette zone, donc on en a profité. Le calendrier prévoit l'interdiction de circulation des véhicules de catégorie 4 et 5 à partir de janvier 2025. Saint-Étienne Métropole soutient que les entreprises seront toujours accompagnées. De la qualité de l'air à la stratosphère dans ce journal télévisé, des élèves de la Sarthe ont participé à une expérience scientifique étonnante. Après des mois de travail en classe, ils viennent d'envoyer un ballon d'hélium dans l'atmosphère. Objectif, réaliser des expériences scientifiques à hauteur d'enfant. Un sujet d'Anthony Piton pour LMTV Sarthe. Regardez. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Direction la stratosphère. Ce ballon d'hélium va monter jusqu'à 30 km d'altitude. Prévisionnel de vol, un atterrissage dans 3 heures entre Montdoubleau et Châteaudun, à environ 80 km à vol d'oiseau de l'école de la Chapelle-du-Bois. Donc quand ça va tirer, il va falloir le lâcher en fait. D'accord ? Faut pas s'accrocher. Moi je dois faire des démarches auprès de l'aviation civile. Ces démarches doivent être faites en amont de telle manière à avoir l'autorisation de pouvoir procéder à ce décollage de ballon. Ce décollage, c'est l'aboutissement de près de 10 mois de travail pour les 31 élèves de CM1 et CM2. D'abord, il a fallu construire chacune des pièces de la chaîne de vol. Ensuite, il a fallu remplir la nacelle avec différentes expériences scientifiques qui seront réalisées à haute altitude. Il y a une plante carnivore, parce qu'on voulait voir comment elle réagirait dans la stratosphère. Il y a un thermomètre hygromètre pour du coup la température et pour du coup l'humidité dans l'air pour voir. Il y a une caméra et sa batterie externe, une caméra intérieure pour voir les expériences. Il y a des piles pour voir si elles se déchargeront ou pas. L'idée, faire des sciences de manière ludique sous la forme d'un projet en classe et impliquer les élèves tout au long de l'année. On sent qu'il y a des enfants qui sont vraiment très intéressés, très perspicaces par rapport à tout ce qui est scientifique, ont déjà une démarche scientifique très aboutie. Et après, dans ce projet, il y a aussi beaucoup de compétences en français, en mathématiques, tout ça. Donc il y avait plein de choses. La construction d'un nacelle, c'était un cube, donc on a pu solliciter tous les enfants. Après le vol, le ballon va exploser et redescendre à l'aide d'un parachute.
Il est équipé d'un traceur GPS pour pouvoir être récupéré. Les écoliers pourront alors analyser toutes les données qu'il contient. À l'école, la pratique du sport peut s'avérer parfois ennuyeuse pour les élèves. Pour favoriser l'activité physique auprès des plus jeunes, des établissements n'hésitent plus à proposer la découverte de sports originaux. À Limoges, par exemple, des collégiens s'essaient au BMX. Une démarche bonne pour le corps et qui semble plaire aussi aux élèves. Un sujet d'Alain Drouot pour 7 à Limoges, la chaîne locale sur place. C'est mon vrai but de départ à 5 mètres. Les espaliers ou la corde à nœuds, c'est monotone en cours de gym, alors que le BMX, ça pulse. C'est un peu difficile au début, c'est pas comme un vélo normal. Et après, sur une piste avec des bosses, c'est un peu plus compliqué, mais quand on a l'habitude, ça va. On doit mettre la pédale au niveau et après, on doit partir doucement et prendre de l'élan. Et l'effet de groupe chasse le doute, l'appréhension s'oublie rapidement. En voyant les autres, il y a ce petit côté, un peu cette émulation, et puis d'essayer de faire pareil, de suivre. Donc c'est vraiment très positif et ça englobe beaucoup de choses. Dans un premier temps, justement, cet équilibre sur le BMX, avoir cette belle tenue pour justement amortir les différentes bosses qu'on va avoir sur le parcours. Sur le BMX, il faut donc rester debout. Donc c'est vrai que c'est pas simple à gérer pour eux et c'est un peu nouveau par rapport à un autre vélo comme simplement le VTT. J'arrivais pas à faire les pompes, j'arrivais pas à plier les jambes. Et là, t'as pris le coup? Oui, dans cet environnement, j'arrive mieux à plier les jambes. Le club de BMX local participe à la vie du collège et au passage assure la promotion de la discipline. Nous avons 2 classes de 5e qui ont participé à cette opération cette année. Peut-être que certains auront dans l'idée de devenir demain des pilotes de BMX, donc c'est tout ce que l'on peut souhaiter. L'idée principale, les amener à faire du sport. Le plus compliqué, c'est d'éviter que la roue décolle. Donc il faut appuyer sur les bras pour que la roue reste collée au sol. On n'a pas l'impression qu'on roule, c'est tellement fluide. Et on retrouvera le BMX freestyle au programme des JO de 2024 à Paris sur le site de la place de la Concorde. Fan de football et artiste, Mathias Hamzaoui est un jeune Rennais à la mode. Son travail lui permet de conjuguer ses 2 passions. Depuis 2 ans maintenant, ce Breton peint les visages des plus grandes stars du ballon rond sur des maillots. Chacune de ses œuvres coûte environ entre 500 et 1000 € et nécessite plus de 20 heures de dessin. Son atelier bureau est un vrai sanctuaire en hommage au Ronaldo, au Benzema ou encore au Messi. Un atelier dans lequel s'est glissée la caméra de TVR à Rennes et le journaliste Antoine Calvez. Regardez. Chez lui, dans son bureau converti en atelier d'artiste, Mathias Hamzaoui combine ses 2 passions, le dessin et le foot. Ici, la toile et le papier sont mis sur le banc de touche. Sa spécialité, ce sont les maillots. Et au fur et à mesure, j'ai voulu essayer de trouver une façon plus originale de peindre ces joueurs, jusqu'à en arriver à faire des joueurs de foot sur les maillots. De Ronaldo à Messi, en 2 ans, il a réalisé environ 80 portraits pour différents clubs et joueurs de foot, et son préféré reste celui à l'effigie de Didier Drogba. Et donc celui-ci, c'est le tout premier que j'ai fait. On voit que le style était il était beaucoup plus simple que ce que je fais maintenant, il n'y avait aucun fond autour. Mais je trouve qu'il a quand même pas si mal vieilli que ça, je l'aime toujours bien. Sur une base de peinture, il réalise les détails avec des crayons. Il faut à Mathias entre 20 et 50 heures de travail selon le nombre de joueurs à reproduire, comme celui du Stade Rennais exposé à la Galerie des légendes du Rosenpark. 8 ici, Benjamin Bourigeaud, Martin Terrier juste là, Gaëtan Laborde, ici on a Lovro-Maillère. Comptez entre 500 et 1000 € pour l'œuvre d'art, et pour être plus accessible, Mathias a imaginé aussi des posters. Sport encore dans cette édition avec de très belles images venues de Corse, où vient de se tenir une course de trail, ce sport qui connaît un succès fulgurant depuis quelques années et qui met les corps des participants à grande épreuve. Vous allez le voir, ils étaient 600 environ à participer à cette édition sur l'île de Beauté, dans la bonne humeur et la transpiration. Bravo à eux et à leur courage qui nous permet de profiter de ces magnifiques images fournies par la rédaction de Via Tele Paese en Corse. Petits ou grands, chacun s'essaie à cette expérience lors des vacances, faire des ricochets sur l'eau. Un geste simple en apparence, mais qui demande, vous allez le voir, une certaine maîtrise. En Occitanie d'ailleurs, était organisé il y a quelques jours le 3e tournoi
international de ricochet. Une rencontre aussi amicale qu'enfantine. Mais alors, comment faire de bons et beaux ricochets? Toute la question et tentative de réponse avec ce sujet de Guillet Antoine de la rédaction de Via Occitanie. C'est l'un des jeux incontournables en bord de rivière, les ricochets. Ce dimanche, à Anduze, plus de 70 amateurs de la pratique se sont réunis pour le tournoi international de ricochet. Un concours familial qui est surtout l'occasion de prendre quelques conseils pour réussir son lancer. C'est un coup de poignet, tout est dans le poignet. Bien fléchi sur les jambes, un peu au ras de l'eau et un bon coup de poignet. Et voilà. Mais la clé de bon ricochet réside dans le choix du galet, et là encore, chacun a ses petites techniques. Il faut qu'il soit suffisamment hydrodynamique donc, pour que ça glisse bien sur l'eau, pas trop léger, pas trop lourd non plus, et un bon diamètre. Personnellement, j'aime bien qu'il soit légèrement bombé pour rebondir un peu plus sur l'eau. Un assez lourd parce que là, il y a des petites rides sur l'eau, du coup on prend un truc bien plat, assez lourd et bien rond. Le maître incontesté en la matière reste Michel Ayotte, l'organisateur du tournoi. Pour l'occasion, il a ramassé plusieurs centaines de galets. Il faut aller choisir correctement son galet en fonction de sa taille, de son poids, de sa force. Voilà, et après c'est juste un geste naturel, quoi. Mais ne lui demandez pas où il les a trouvés, car les plages à galets, c'est comme les coins à champignons, ça se garde pour soi. Voilà, le secret pour faire un bon ricochet restera donc encore un secret pour cet été. Lui est bien connu du public. Le programme du festival Regarde débutera vendredi prochain dans la ville d'Arès, en Gironde, sur le bassin d'Arcachon. Et pour nous parler de ce festival, nous sommes en duplex avec le maire de la commune, Xavier Daney. Bonjour, monsieur le maire. Le festival Regarde consacre sa première édition 3 jours durant aux arts de l'espace public. Alors concrètement, qu'est-ce que cela veut dire et pourquoi avez-vous décidé de mettre en avant ces arts-là spécifiquement ? Oui, bonjour Cyril. Effectivement, à Arès, nous avons voulu créer ce premier festival des arts de l'espace public pour pouvoir, allez, on va le dire en 3 mots, sublimer, rassembler, faire partager de la rêverie sur notre territoire. On avait une volonté de sublimer ce territoire, de montrer son environnement tel qu'il est, vraiment, réellement, de pouvoir le faire partager aux autres, de pouvoir rassembler autour de ce territoire, autour de cet environnement, autour de ce cadre de vie. Et quel était le mieux que de le faire par la culture, avec des artistes de l'espace public, pour pouvoir effectivement être dehors et montrer tout notre territoire tel qu'il doit être montré. Y a-t-il un temps fort, un immanquable durant ce festival ? Si je dois en mettre un en lumière, c'est Spectral. Le spectacle de Pascal Ducos, c'est un spectacle de lumière. Quand je suis arrivé à la mairie il y a 2 ans, j'ai souhaité faire pétiller les yeux des Arésiennes et des Arésiens. Et donc nous avons voulu créer la première fête de la lumière. Et encore une fois, nous avons créé un spectacle 100% arésien, créé pour les Arésiens à Arès. Et nous allons faire pétiller les yeux à tout le monde. 4000 personnes l'année dernière. Allez, on double, 8000 personnes cette année, on vous attend. Alors Xavier Daney, le festival Regarde, c'est un moyen d'entrer vraiment dans les vacances, de se retrouver, de mettre derrière soi la pandémie, l'école, le travail ? Oui, c'est tout cela et bien au-delà. Mais vous avez raison, la pandémie est quelque chose d'important qui a fait que notre population a été fragilisée, que notre population s'est renfermée. Nous, tout au contraire, on veut la réouvrir, on veut mettre de la fraternité, on veut mettre de la joie. Et on va le faire par l'art, avec l'art, grâce à l'art. Et pour le faire partager au maximum d'entre vous, nous avons choisi de faire 90% des spectacles gratuits. C'est un effort considérable de la collectivité, mais je pense que vous le méritez, que la société le mérite. Nous allons vous remettre du plaisir et de la joie dans les yeux. Voilà, avant de se quitter, Xavier Daney, vous souhaitez remercier toutes les personnes qui rendent ce projet possible dans votre ville d'Arès. 50 artistes, 20 bénévoles, 20 techniciens, 15 employés de la mairie, 9 spectacles, 10 000, 20 000 spectateurs. Non, tout cela pour vous dire que je remercie sincèrement les équipes et on vous attend le plus nombreux possible à notre premier festival Regarde à Arès. Merci Xavier Daney, maire d'Arès, d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires et bon festival donc sur le bassin d'Arcachon du 24 au 26 juin.
Allez, restons dans le sud-ouest pour refermer ce journal avec des images impressionnantes d'un chantier pas comme les autres, celui d'un château dans le Tarn, la forteresse de Pennes, c'est son nom, qui est située à plus de 120 mètres de hauteur. C'est donc pas très simple de restaurer ce site médiéval racheté par un passionné il y a 15 ans. Tous les ans, donc, le propriétaire du château fait appel à un hélicoptère pour faire avancer ce chantier. Écoutez-le à ce propos, il répond aux questions de nos partenaires de la Dépêche du Midi sur place. Là, ça fait 15 ans qu'on réalise tous les premiers jeudis de juin un héliportage qui nous permet d'évacuer les gravats de l'année passée, de monter des matériaux pour les travaux qu'on va réaliser pendant la saison, à savoir du mois de juin au mois d'octobre, et qui nous permet de restaurer petit à petit la forteresse. Et maintenant, on arrive en fait à une deuxième phase où la quasi-totalité du site est sauvée. Et maintenant, il faut commencer à consolider pour pouvoir rendre accessibles les zones aux visiteurs, puisqu'en fait, on fait environ 25 000 entrées par an. Et c'est un site qui est devenu majeur pour l'Occitanie. Et pour ceux qui souhaiteraient remonter à l'époque du Moyen-Âge, sachez que des visites de ce site sont programmées tout l'été à partir du 9 juillet. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous.